Chers amis mélomanes et cinéphiles, en ce 9 octobre 2022, il est temps pour moi de vous présenter le troisième volet consacré à la présentation de cette collection des classiques de l'horreur et de l'épouvante de René Château, une série de 10 volumes, de 10 cassettes vidéo VHS qui était sortie au début des années 80, vers 1980-81, et égrenée les années suivantes. Et dans cette troisième partie, je vous montrerai donc le volume 9 et 10, les deux derniers volumes, et deux autres petites surprises du chef. Et en préambule, je voulais vous montrer le ticket d'exposition de Dario Argento dont je parlais dans la première vidéo. Voilà. Donc le musée du cinéma à Turin, Museo Nazionale del Cinema. Mon italien est moyen. Et donc voilà, c'était pour vous montrer le ticket et cette expo que je vous recommande. Dans ce Museo Nazionale del Cinema, on voit notamment une immense statue du dieu Morlock que l'on voit dans le film The Time Machine. Et donc je vous disais, un immense escalier en colimaçon qui retrace sur 5 étages, qui retrace toute la carrière cinématographique du très grand Dario Argento qui est toujours vivant. Et vous avez aussi une interview des objets, des photos, etc. etc. Je voulais remercier les nombreuses personnes qui ont regardé mes deux premiers volets consacrés à cette série René Château. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Donc le sujet intéresse, à mon humble mesure, naturellement, quand je dis autant. Et quand j'étais un jeune enfant, il y avait pour ces films René Château un classement X. Ces films étaient classés X. Alors naturellement, ça n'a rien à voir avec quelques connotations, disons, qui relèveraient d'une sensualité débridée, mais c'était tout simplement le classement X. C'était pour dire que ces films étaient interdits aux moins de 18 ans. Tous ces films, c'était interdit aux moins de 18 ans. Et j'ajouterais même, pour certains d'entre eux, dont certains que je vais vous montrer aujourd'hui, interdits aux moins de 18 ans avec avertissement. Et donc, il y avait à mon époque aussi ce classement X et il y avait le carré blanc. Alors, les gens de ma génération ont connu, quand ils étaient enfants, le carré blanc. À la télé, il y avait des films avec en bas à droite un carré blanc, ça signifiait que les enfants n'étaient vraiment pas conviés pour voir ces films. Et bien entendu, le grand frisson pour des gens autour d'une dizaine d'années, comme c'était mon cas au début des années 80, le grand frisson, c'était d'essayer de voir un film carré blanc. Et je me rappelle, avec mes petits camarades de l'école primaire, nous avions vu par exemple le premier Rambo avec Sylvester Stallone, First Blood, un chef-d'œuvre, avec une musique sublime de Jerry Goldsmith. Et quand on a une dizaine d'années et qu'il y a déjà la sensation de transgression par rapport à ce carré blanc, et en plus de voir un film qui était quand même très percutant et excellent, avec des scènes assez choquantes, eh bien, c'était une sensation et un souvenir inoubliable. Concernant la rareté de ces cassettes VHS, eh bien, aujourd'hui, en 2022, ce sera très difficile de les trouver si vous les cherchez dans des marchés style vide-grenier ou brocante, voire impossible, à moins d'avoir une chance extraordinaire, surtout les premiers pressages. Par contre, si vous cherchez bien sûr sur Internet et sa mondialisation, son offre mondiale, là vous pourrez voir, vous pouvez trouver effectivement quasiment tous les volumes et parfois même des éditions originales pour pas très cher. Donc, si certains d'entre vous ont conservé un magnétoscope et souhaitent revoir ces films dans ce support, qui, comme je vous le disais précédemment, a gardé quand même une certaine
efficience, même s'il y a des DVD, des Blu-ray et j'en passe. Ce support, je le redis, garde encore une assez bonne tenue. Et dans le chapitre des erreurs inévitables et des oublis, par rapport à ma précédente vidéo, je vous parlais de Jay Chataway, le compositeur et non pas réalisateur de tout un tas de musiques de films remarquables et dont la musique du film Maniac. Donc voilà, vous aurez corrigé par vous-même. Également, à un moment donné, je dis 4, 5, 6 pour les volumes, mais bien entendu, je voulais dire 5, 6, 7. Un petit détail. Et j'ai oublié de vous parler de Peter Collinson, qui est le réalisateur de La Chasse sanglante, Open Season, mais vous aurez pu vérifier également par vous-même et corriger par vous-même. Autre oubli, dans le Mark of the Devil, le CD que je vous présentais la précédente fois, j'ai oublié de vous dire que ce CD comporte également la musique du deuxième Mark of the Devil, avec une flopée de compositeurs. Alors je les ai notés parce que sinon... Don Banks, Eddie Warner, Sam Sclair, Tony Tape et John Scott. Donc la BO du 2 est pas extraordinaire, c'est une espèce de collage entre divers compositeurs. C'est pas mauvais, mais c'est pas transcendant non plus. Voilà. Alors, concernant John Scott, ça va me permettre de passer tout de suite au volume 9, avec un petit bijou de science-fiction et d'horreur, un film totalement bis, mais un vrai petit bijou, c'est bien sûr l'incroyable Inséminoïde. Voilà. Inséminoïde, volume 9 ici. Voici le verso. Avec, on va dire, l'héroïne du film, Sandy. Dans le film, elle s'appelle Sandy. La voilà avec son plus beau sourire et ses belles dents. Inséminoïde, un film de Norman G. Warren, sorti en 1981. C'est l'histoire d'une petite équipe de scientifiques sur une lointaine planète qui s'appelle Xeno. Et notre équipe de scientifiques, archéologues, scientifiques, essaye de chercher, de creuser dans une ancienne civilisation et de percer ses secrets. Et bien entendu, il va leur arriver des grosses bricoles, de gros ennuis naturellement, puisque au départ, quelques phénomènes étranges vont se dérouler et ensuite il y a carrément un alien qui est particulièrement bien fichu. Alors, bien entendu, rien à voir avec le Alien de Ridley Scott en 1979. On va dire que, entre parenthèses, Inséminoïde est un lointain cousin, mais c'est quand même très différent. Donc, l'Alien de Inséminoïde est vraiment bien fichu, bien dessiné. Il va apparaître à un moment donné et il va, on va dire, féconder bien malgré elle et contre son consentement, bien entendu, notre chère Sandy, d'où le titre Inséminoïde. Et à partir de là, le film va partir sérieusement en vrille, puisque notre chère Sandy, non content d'être inséminée, comme le dit le titre du film, va, disons, dégommer un peu toute son équipe en déployant une violence conséquente, et elle va pour se faire utiliser tout un tas d'outils. C'est la boîte à outils, ce Inséminoïde, en fait. Et puis aussi, il y a un petit zeste de cannibalisme. Alors, il y a des scènes assez gore dans ce Inséminoïde aussi. Donc, rien à voir avec Alien. Je dirais que ce film fait plutôt penser à un mélange entre terreur extraterrestre de Graydon Clark en 1980 aussi, juste l'année d'avant. En anglais, ça s'appelait Warning ou Without Warning. Voilà, c'est les Flying Jackets. Hein.
Et je dirais donc un mélange entre terreur extraterrestre, où vous avez un extraterrestre bien teigneux, comme c'est le cas dans ce film, et un mélange aussi avec Chromosome 3, un excellent film de David Cronenberg, magnifique et immense réalisateur qui a fait de nombreux chefs-d'œuvre, Vidéodrome, La Mouche, Dead Zone, quel chef-d'œuvre, avec une sublime musique de Michael Kamen, History of Violence et j'en passe. Donc je dirais que c'est un mélange de ces deux films. Pourquoi Chromosome 3? Parce que vous avez dans Chromosome 3 des espèces d'enfants un peu monstrueux qui sont des tueurs. Et donc là, dans Inséminoïde, vous avez la mère la mère, malgré elle, qui va dégommer toute son équipe et elle va accoucher en plus de deux petits monstres en forme, on va dire, d'appendice masculin tuméfié, on va dire ça comme ça, et tout à fait charmant et mignon, et qui finit le film en apothéose. Et donc, je vais vous parler de John Scott, qui a fait un bout de La Marque du Diable numéro 2. John Scott, un compositeur british, nous a fait une musique sublime, magnifique, au synthé, qui retranscrit parfaitement l'ambiance science-fiction et de cette station, civilisation spatiale mystérieuse, perdue sur une lointaine planète glacée. Il a vraiment retranscrit la musique avec des sonorités incroyables. Et notamment, je vous recommande le morceau Sandy Kills, qui est très célèbre et qui était présent aussi sur un des trois volumes de compilation de musique de film chez Milan. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert d'abord la musique du film et plus tard le film. Voilà pour ce numéro 9, Inséminoïde, un film vraiment sympa si vous aimez le film un peu parallèle, un peu bis, et c'est vraiment un excellent film. Excellente musique, excellent film. Dans le numéro 10, et normalement dernier volume de cette série des classiques de l'horreur et de l'épouvante de René Château, nous avons le très étonnant La Maison de la Terreur. Voilà, avec cette très belle affiche. Il y a 2-3 affiches pour La Maison de la Terreur de Lamberto Bava. Voilà, numéro 10. Voilà, le verso. Voilà, toujours avec les films que vous ne verrez plus jamais à la télévision, version intégrale, parfois c'est écrit interdit, au moins de 18 ans, enfin bref. Voilà, La Maison de la Terreur. Alors Lamberto Bava, c'est le fils de Mario Bava, qui est un réalisateur célèbre en Italie, et qui a fait des films gothiques, d'épouvante, des giallo. Et La Maison de la Terreur, nous avons ce que l'on appelle un giallo. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un giallo? Alors, je dirais que le giallo, c'est un exercice de style, typiquement italien, qui est très ancré dans la culture cinématographique italienne à partir de la fin des années 60 jusque dans son âge d'or, en gros, jusqu'à la fin des années 80. Mais il y a eu après aussi des films qui se réclament du giallo. Donc le giallo, on peut dire que c'est sur le fond une intrigue policière. Le giallo, c'était une collection de livres au départ qui présentaient, disons, des intrigues policières et mystérieuses. Mais dans le giallo, vous avez beaucoup d'effets de style dans la réalisation. C'est-à-dire, c'est très stylisé, c'est très personnalisé, et vous avez des effets de mise en scène. Vous avez une étrangeté et une volonté de présenter dans la mise en scène, dans la technique de mise en scène, des effets de style, et ça c'est très caractéristique du giallo, avec, on va dire, un fétichisme sur les armes blanches, principalement les armes blanches, les couteaux,
les longs couteaux ou les poignards ou ce genre d'objets, mais aussi vous avez des giallos qui se sont bien sûr affranchis avec d'autres instruments. Mais vous avez un focus sur l'arme blanche aussi dans ces giallos, et surtout, dans les giallos, vous avez une musique de film très importante. Alors, c'est le cas pour tous les grands films, bien entendu, pour tous les films, quel que soit leur style, mais dans les giallos, la musique est vraiment un élément central pour souligner et magnifier et augmenter cette particularité de la mise en scène. Alors, dans la maison de la terreur, que se passe-t-il? Eh bien, vous avez un compositeur de musique de film, et c'est incroyable, mais vrai. Et il n'y a pas Jacques Martin au bout du fil. Vous avez un compositeur de musique de film qui s'isole dans une villa et pour composer pour son amie IE, une réalisatrice qui tourne un film. Donc vous avez un peu un film dans le film dans cette maison de la terreur. Et en italien d'ailleurs ça s'appelle La casa con la scala nel buio. Et en anglais A Blade in the Dark. Donc notre compositeur va être tranquille dans sa villa et il va nous composer une musique très belle. Je reviendrai après sur la musique du film. Et bien sûr, il va se passer tout un tas de meurtres mystérieux. Il y a une intrigue mystérieuse là-dedans qui est liée à un traumatisme d'un enfant. On voit au début du film et à la fin l'explication. Enfin, l'explication, ça reste assez mystérieux. Enfin, nous avons un jeune enfant traumatisé par un événement un peu mystérieux et sanglant. On voit une balle de tennis comme ça qui rebondit dans une cave. Et nous avons ces 3 jeunes enfants qui se font un défi pour se faire peur en disant « Tu n'oseras pas aller dans la cave de la mystérieuse maison » X années auparavant, avant les événements du film en question. Et donc le jeune garçon va y aller et il va lui arriver des bricoles. Et ce jeune garçon, plus tard en grandissant, va devenir un tueur terrible. Voilà, dans la maison de la terreur. Et nous avons là un excellent giallo avec tout ce qu'il faut, des effets de style, des meurtres ritualisés, une très belle musique de Guido et Maurizio De Angelis. Donc c'est étonnant parce que ces 2 compères-là sont plutôt connus pour des musiques de films plutôt drôles, des Bud Spencer et Terence Hill, des films policiers aussi, donc... Et là, dans ce registre, ils nous ont fait une très belle musique au piano et au synthé, comme ça, descendante, avec des gammes montantes et descendantes, une musique un peu mélancolique, mystérieuse. Et cette musique est un peu entêtante, comme ça, elle est déclinée à l'infini dans le film. Et on voit aussi dans cette maison de la terreur un gros clin d'œil à Psychose d'Hitchcock, puisque le tueur est déguisé en femme avec une perruque de femme. Ça n'est pas bien expliqué pourquoi dans le film, mais enfin, on peut penser que c'est un peu un artifice. Mais malgré tout, on va dire que c'est un petit frère de Psychose, mais très très bon, parfaitement bien dans le giallo. Et là, c'est là où il se démarque de Psychose, qui est, disons, un thriller légendaire et mythique, un film psychologique. La maison de la terreur, c'est vraiment le giallo, c'est-à-dire une succession de meurtres ritualisés et stylisés. C'est là où on se distingue du film d'horreur, disons, classique et psychologique. Parce que, si vous voulez, dans cette grande famille, vous avez ce que moi j'appelle le psycho-killer, ce que les gens, le mainstream appelle le slasher, qui est aussi une suite de meurtres ritualisés, avec un tueur qui a des motivations, disons, sentimentales, revanchardes et psychologiques. Mais c'est différent, c'est un frère. On va dire que le psycho-killer et le giallo sont frères.
mais le giallo, c'est quand même plus stylisé et ritualisé, tandis que le psycho-killer, c'est un focus, si vous voulez, sur une succession de meurtres. Et c'est là où je fais une distinction avec les films d'horreur, le psycho-killer et le giallo. Même si, bien entendu, il y a des correspondances entre ces trois. C'est des cousins, des frères, des cousins. Voilà. Donc, excellent giallo, La Maison de la Terreur, superbe film. Et alors, la musique de Guido et Maurizio De Angelis n'est pas sortie sur aucun pressage. Par contre, je reviens sur un séminoïde. Là, il y a eu un 33 tours chez Citadel Records, qui était un sous-label de Varese Sarabande. Ils avaient plusieurs sous-labels, Starlog Records, Chalfont, Citadel Records. Et sur le 33 tours de l'époque, qui est sorti l'année suivante, je pense, eh bien, vous avez en gros plan l'alien du film. Voilà. Et donc, La Maison de la Terreur, pas de pressage. Alors, il y a un CD bonus dans l'édition récente DVD de ce film, mais bon, je crois qu'il y a une sorte de compilation, il n'y a pas vraiment la musique du film. Mais vous pouvez bien sûr l'écouter sur YouTube. Alors, avec ces 9 et 10, la série initiale de cette collection René Château est conclue, terminée, mais la première surprise dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a eu, on va dire, un numéro 11 qui ne porte pas son nom, avec un film très fameux et très 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 sulfureux. C'est le très percutant Henry, Portrait of a Serial Killer. Voilà. Donc, les classiques de l'horreur et de l'épouvante. Alors, il n'y a pas de numéro parce que cette édition première en vidéo est sortie vers 1990-91. Donc, on va dire que c'est un peu le numéro 11 de la série Fantôme. Voilà le verso. Henry, Portrait d'un serial killer, un film extrême. Alors, un film à ne pas mettre non plus entre toutes les oreilles et tous les yeux, un film réservé à un public averti, un film nihiliste, un film intense et dense qui présente, on va dire, le quart-monde américain, avec des familles très dysfonctionnelles, des familles qui portent de lourds problèmes. Et c'est le cas de notre ami Henry, qui a vécu une enfance, on va dire, très dysfonctionnelle, avec une mère prostituée qui fait des ébats avec ses clients devant son fils. En tout cas, c'est ce qui est raconté dans le film. Alors, ça n'est pas montré, mais c'est raconté. Et notre ami Henry bien tue sa mère. D'ailleurs, je me suis demandé si dans une précédente édition, il n'y a pas la scène en question. Alors, je ne sais pas si c'est un effet de mon imagination, parce que vous savez que l'esprit humain parfois fait de la réécriture, même si on ne le veut pas, c'est comme ça. Alors, moi, il m'avait semblé qu'on peut voir cette scène. Mais bon, dans cette édition-là, en tout cas, Henry raconte ça à sa future fiancée, Becky, une charmante blondinette. Alors, notre ami Henry est un tueur compulsif. Ce qui est étonnant dans ce film, donc un film de John McNaughton, sorti en 1990, c'est que l'on voit les meurtres achevés. C'est assez original de la part de ce réalisateur, John McNaughton. On voit les corps comme ça, il y a une espèce de... un peu comme dans Le Maniaque de William Lustig, avec les mannequins, mais là on voit les victimes. Avec des... On s'attarde sur les victimes comme ça, et une succession de victimes. Mais on voit aussi des meurtres dans ce film. Donc Henry
est un tueur compulsif. Il tue des dames principalement, mais aussi quelques messieurs. On va dire que les messieurs sont un peu des obstacles, mais sa cible principale, c'est les dames. Et nous avons un film extrême, un film sordide. Euh, donc notre tueur a une grande force physique. En plus, il a, disons, un certain charisme de voyou. Et la jeune Becky, qui est la sœur du personnage qui héberge Henry, qui s'appelle Otis. Petit clin d'œil peut-être à Superman 2. Enfin bon, refermons cette parenthèse. Et donc, notre ami Henry est un tueur compulsif. Il enchaîne un nombre invraisemblable de victimes. Et nous avons la sœur d'Otis qui va débarquer dans l'histoire et qui va rajouter du sel. Parce qu'elle a aussi un lourd passé de jeune fille abusée par son père. Donc, on pourrait presque penser que c'est très lourd dans ce film, mais finalement, ça passe assez bien. Le réalisateur arrive à faire un focus sur ce monde très modeste et très perclus de problèmes et d'événements, disons, extrêmes, sans que ce soit sans que ça abîme le propos du film. Et on nage dans les tréfonds du quart-monde. Et Henry va nager là-dedans et il va embarquer Otis dans une folie meurtrière et dans des actes de plus en plus répréhensibles au sens de la morale, enfin au sens de la morale commune, qui veille au bien-être des personnes. Et Becky, cette chère Becky, va s'éprendre. Henry et Becky vont s'éprendre l'un de l'autre. Et Henry, comme notre ami maniaque de William Lustig, a beaucoup de mal à interagir avec la gente féminine. Et surtout pour ce qui concerne notre ami Henry, quand il y a une dimension sensuelle qui entre en jeu. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire l'amour à sa fiancée. Ça lui fait peur, il fuit, et justement c'est là où il y a un drame qui va se dérouler, c'est que sa fuite va précipiter l'histoire du film, puisque Otis va tenter de violer sa sœur. Et quand notre ami Henry va revenir, alors là, ça va partir en vrille. Il va y avoir un affrontement entre les deux et Otis va être tué. Et par la suite, Henry se retrouve avec sa fiancée, mais en gros, il ne sait pas trop quoi faire avec. Et finalement, il va finir par la tuer aussi et la découper en morceaux et la mettre dans une valise, la pauvre Becky. Et ce qui est terrible dans ce film aussi, c'est qu'on voit à quel point ce tueur peut entraîner son ami qu'il héberge, Otis, dans des actes atroces. Et notamment, on voit une famille massacrée par les deux compères, si j'ose dire, et ils vont filmer ces gens en train de souffrir et en train d'être massacrés par eux-mêmes. Et c'est pour ça que ce film est vraiment extrême, mais il faut vraiment avoir les nerfs solides et la distance pour voir ce Henry, Portrait of a Serial Killer. Alors, en ce qui concerne la musique, on a une musique de Robert McNaughton. Alors, c'est peut-être le frère du réalisateur, John McNaughton, c'est probable, je n'ai pas vérifié. Et nous avons aussi deux autres compositeurs, Ken Hale et Stephen A. Jones. Mais bon, la BO qui est sortie en CD en 1991, un an après la sortie du film, c'est une musique un peu impersonnelle et fonctionnelle, on va dire. C'est comme la library music. Je ne sais pas si vous vous êtes intéressé à cette petite infime section de la musique de film qui s'adresse déjà à un public peu nombreux. Donc moi, ce que j'entends par musique de film, c'est la musique composée, écrite, et non pas les compilations de films. La plupart des gens, vous leur dites musique de film, ils pensent compilation de chansons. Et moi, je leur dis non,
Ça, c'est des compilations de chansons qui illustrent un film et encore illustrent, souvent c'est un peu artificiel. Moi, je parle de musique composée et écrite. Et là, nous avons la library, pour moi c'est de la library music, c'est-à-dire de la musique de bibliothèque, entre guillemets, c'est-à-dire de la musique purement fonctionnelle dans les années 50 aux États-Unis, notamment à l'époque de CBS et des premiers feuilletons, Twilight Zone et autres. Il y avait de la musique composée, par Bernard Herrmann notamment et d'autres, mais il y avait aussi ce qu'on appelait de la library music, c'était des musiques qui étaient composées pour des buts particuliers, pour une attaque de saloon dans un western, ou une chevauchée, ou bien l'atterrissage d'une soucoupe volante, ou pour tout un tas d'événements, il y avait, si vous voulez, une précomposition, ce qui est un peu on va dire un peu une sorte de blasphème de la musique, parce que c'est vraiment, on sort une musique et on la colle sur une scène de feuilleton télé ou de film. Donc ça, c'était la library music. Alors qu'un compositeur, il va écrire pour ce qu'il voit et il va écrire aussi en fonction de ce que le réalisateur lui demande. C'est un échange entre eux. Des fois, ils ne font pas d'échange et chacun fait sa sauce, mais ça marche très bien. Et parfois, ils échangent pour dire j'aimerais ci, j'aimerais ça, est-ce qu'on pourrait pas... Il y a un dialogue, il y a un travail du compositeur pour donner une musique particulière à un film, à une série, à un feuilleton, à un épisode. Donc là, pour ce Henry, Portrait of a Serial Killer, on a une musique, je dirais, impersonnelle et fonctionnelle, à part le générique du début qui est bien. Mais le thème principal est pas mal, avec une ambiance un peu glauque. Mais sinon, le reste, en plus, dans le CD de 91, il y a des extraits de dialogue. Alors ça, je déteste. Pour moi, c'est soit il y a de la musique de film, soit il y a des dialogues qui sont rarement sortis en CD ou en vinyle, mais enfin, ça existait. Les Japonais l'ont fait chez Tam Records pour des Bruce Lee ou des films comme ça, où vous avez des morceaux de musique et des dialogues. Et des fois, c'était mélangé. Et moi, je ne supporte pas ça. J'aime la musique de film, les dialogues, c'est dans le film. En regardant le film, on voit, on entend les dialogues et la musique, d'accord. Mais quand on écoute la musique de film, pour moi, on n'écoute que la musique de film. Voilà. Donc une BO pas très intéressante qui a été rééditée par Waxwork. Alors je n'ai pas écouté le vinyle de Waxwork, peut-être c'est plus intéressant, mais eux aussi parfois mettent des dialogues. Donc vérifiez sur leur site, ils mettent des extraits où vous pouvez écouter. Voilà pour cette série des classiques de l'horreur et de l'épouvante. Et je vous remercie infiniment pour ceux qui m'ont écouté et ceux qui m'écouteront dans le futur. Et je vous retrouverai bientôt pour une série consacrée à des disques rares, très rares. Et vous verrez, j'espère, ce sera aussi très intéressant. Et aussi, je reprendrai mes ouvertures, mes inénarrables ouvertures de paquets. Merci beaucoup, à bientôt.